Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'avoir pris le rendez-vous de ce forum des rédactions. Je vais dire le forum des rédactions de ce 19 janvier 2024. C'est un plaisir de vous retrouver et nous allons parler de l'actualité. Qu'est-ce qui fait l'actualité en ce moment? L'actualité, c'est bien cette énième rencontre UP, le Renouveau et le Bloc républicain, que pendant que le parti Les Démocrates est sur le terrain. Que retenir? Vous avez suivi le président, l'ancien président ou le président du parti Les Démocrates, Thomas Boni-Yayi à Dogbo. Vous l'avez suivi ailleurs, mais également vous avez suivi ce communiqué à la suite de cette rencontre des deux présidents du parti, le Bloc républicain et l'UP, le Renouveau. Je voudrais nommer Joseph Djogbenou et Abdoulaye Bio-Tchané. Mes analystes politiques sont sur ce plateau. Nous allons essayer de décortiquer, d'analyser un peu tout ce qui se tramerait et de tirer des conclusions futuristes. Et donc, voilà un peu de quoi sera fait ce débat, le énième débat de cette émission. Et donc, c'est le forum des rédactions. Merci d'avoir pris le rendez-vous. Je vais observer une courte pause, mais avant, c'est Alain Alou qui est au son. C'est Marcel Yedo, le jeune et compétent, qui est à la diffusion. C'est le community manager. C'est grâce à lui que vous nous suivez sur les réseaux sociaux. Une courte pause avant de vous présenter les débatteurs. À ma gauche, vous le connaissez, ce n'est plus un nouveau sur ce plateau, mais c'est sa première en cette année 2024. Marc Goudjanou, bonjour. Bonjour Mori Agua, bonjour à tous les téléspectateurs d'Eden TV et de Diaspora FM et à tous les internautes qui nous suivent de partout le monde. C'est un plaisir d'être ici. Heureuse année à vous et j'espère que vous portez bien de votre position. Laurent Roland Tony Kess à ma droite, lui, il a déjà formulé ses vœux. Ce n'est pas sa première fois en cette année 2024. Laurent Roland Tony Kess, bonjour. Mori Agua, bonjour, amis téléspectateurs, amis internautes, amis auditeurs de la 102.3 FM, bonjour. Merci d'avoir accepté une fois encore mon invitation, Laurent Roland Tony-Kess. Merci pour votre disponibilité de tous les instants. Énième rencontre UP Le Renouveau et le Bloc républicain, pendant que le parti Les Démocrates est sur le terrain. Que retenir? Ma première question s'adresse à Marc Goudjanou. Il est directeur de publication, il est analyste politique. Qu'est-ce qui fait courir si tant le président du parti Les Démocrates sur le terrain, Marc Goudjanou? Merci Maury. Il faut dire que nous sommes purement sur un terrain politique. Et chaque président de parti sait les ambitions qu'il a, d'accord? Il sait là où il va, il connaît les objectifs qu'il s'est définis. Et également ces objectifs qui répondent quand même, en tout cas, aux objectifs du parti en général. Donc, c'est sûrement dans cette même ligne droite que sûrement le président du parti, les démocrates, en la personne de l'ancien président Boni-Yayi, est en train déjà de mener en tout cas, avec son bâton de pèlerin, de pouvoir quand même essayer de ramener un peu de militants au sein du parti Les Démocrates, essayer quand même de convaincre les uns et les autres de sa nouvelle politique et des nouvelles directives que doit prendre le parti Les Démocrates, je pense bien. Donc, je pense que c'est pas anodin. Hein.
parce qu'il ne peut pas rester inactif en tant que président de parti. Et tel qu'on le connaît, vu les passés de l'ancien président Boni Yayi, ce n'est pas un homme qui aime rester dans l'ombre, c'est quelqu'un qui aime bien s'afficher, bien montrer tout ce qu'il sait faire, tout ce qu'il fait. Donc du coup, ce ne serait pas une surprise de continuer à le voir régulièrement sur, en tout cas, la chaîne politique et sur beaucoup d'autres questions politiques qui seront soulevées dans ces derniers temps-ci, surtout que nous sommes à 2 ans à peu près quelques jours des élections générales de 2026. C'est encore le moment plus ardent pour chaque acteur politique tel que nous le voyons, pas seulement dans le camp des opposants, mais également sur toute, en tout cas la chaîne politique. Tout le monde est en train de s'activer à sa façon afin de pouvoir quand même booster les choses et de se réorganiser, puisque Boni Yayi a pris les rênes de ce parti il n'y a pas très longtemps. Donc, sûrement, il a un plan d'action à dérouler et c'est suivant son plan d'action personnel que lui-même, il le sait et peut-être que les autres membres du Parti, les démocrates, le savent également. Donc, il y a pas mal d'ondes en la matière. Tout le monde est en train de s'activer, mais nous sommes encore à 2 ans des élections. Lorsqu'on sait, Laurent Roland-Tonniquet, qu'à 3 ans des élections, certaines personnes ont, que dirais-je, organisé, ou du moins que certains jeunes ont commencé par susciter la candidature de certaines personnes et qu'on voit depuis que le président Thomas Boni Yayi est devenu président du parti Les Démocrates, et on l'a vu actif sur le terrain. Est-ce la pré-campagne? Il n'y a pas des lois qui régissent tout ça. Pourquoi susciter la candidature 3 ans avant les élections? Et pourquoi autant de mouvements sur le terrain alors qu'on n'est pas en pré-campagne? Moi, je ne dirais pas que les gens font de la pré-campagne, parce que quand on suit un peu les activités qui sont organisées ça et là, c'est que personne n'a dit officiellement je suis candidat et votez pour moi. On a pu voir des suscitations de candidatures. Ceux qui crient Olivier Bokor ne disent pas Bokor est candidat, ils disent nous souhaitons que Olivier Bokor soit candidat. Donc on ne saurait condamner cela. Nous sommes dans un pays de liberté d'expression, en tout cas. On en est encore là, jusqu'à ce qu'on nous en empêche, bien évidemment. Ça n'arrivera pas. En tout cas, pour le moment, nous pourrons être dit que nous sommes dans un pays de liberté d'expression. Quoique parfois, on a même peur parfois aussi de dire les vérités. Certaines personnes, quand vous le dites, parfois aussi, on vous prend à partie. Mais de toute façon, on ne peut pas empêcher un citoyen de susciter une candidature. Aucune loi en la matière dans la République ne l'interdit. Et donc, d'autant plus, aucune loi n'interdit à un chef de parti politique d'aller au contact des populations. Et quand le chef du parti va au contact des populations, à aucun moment dans son discours, il n'a dit je serai candidat ou tel serai candidat dans mon parti politique. Et donc, souvenez-vous de lui, c'est lui qui sera candidat. Il ne l'a jamais dit. Il parle aux populations des situations de l'actualité, il apporte des solutions, il dénonce quand il faut dénoncer, il propose quand il faut proposer, il exhorte quand il faut exhorter. Et donc, en la matière, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui est sur le terrain tout le temps pour mouiller le maillot, comme on le dit, comme ça. Donc, Boni Yayi est dans son jeu. Et on ne peut pas interdire à quelqu'un qui a été pendant 10 ans très actif à la tête d'un pays, du jour au lendemain de se ressaisir, de rester dans les 4 murs de sa maison, sans pouvoir parler. Malheureusement, on ne peut pas avoir ça de Boni Yayi. Donc, il va falloir s'adapter au personnage de Boni Yayi en développant des stratégies pour peut-être limiter l'assaut de ces sorties en été. En fait, quand Boni Yayi sort tel que les populations sortent de lui, qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, en retour, pour que nous-mêmes nous puissions sortir, pour que les populations sortent aussi massivement pour nous suivre? Pas chercher des moyens, je ne parle pas de moyens cherchés pour empêcher les mobilisations comme le préfet du couteau, du Koufou au couteau, le Firmin Couton a pu le faire, non. Ça va davantage. Qu'est-ce qu'il a fait? En empêchant une activité des démocrates. Donc, on ne peut pas continuer à faire ça. En le faisant, vous discréditez le pouvoir en place et vous faites davantage, vous victimisez davantage les autres et vous les aidez à grandir en popularité. Donc, il vaut mieux les laisser se libérer sur le terrain politique, dire ce qu'ils ont envie de dire, faire ce qu'ils ont envie de faire et vous puisez dans ce qu'ils font pour les contrer si vous avez les moyens. Si vous n'avez pas les moyens, vous allez réfléchir pour trouver les moyens. Mais pas des moyens de répression. Non, ça va être mal interprété et ça va être
cash à payer. Donc moi je pense qu'en la matière aujourd'hui, oui, les mobilisations, on est à 2 ans des élections. Et ça commence maintenant. Ah oui? Ça commence maintenant. Ce n'est pas en 2025 qu'il faut qu'on soit courir. En 1 an, tout est déjà réglé. Tout est réglé déjà au niveau du pouvoir. On a déjà une idée de qui pourrait éventuellement, s'ils ont la possibilité de gagner les élections, qui pourrait être président de la République. Si au niveau de l'opposition, en 2024, ils ne se mettent pas au travail, sur le terrain, il n'est pas évident qu'à partir de 2025, ils gagnent. 2025, le jeu est déjà pratiquement à 50% plié. Donc c'est pour ça que Boni Yayi a compris, il a été président de la République. Il sait combien de temps il faut mettre pour être président. Et d'ailleurs... Et c'est ça qui le fait courir? D'ailleurs, même lui aussi, il faut être président en 2006. Il n'a pas commencé en 2006, non. Avant 2006, il est venu sur le terrain. Il venait comme président de la BOAD. Il inaugurait... Il venait marcher sur les goudrons de Cotonou-Porto-Nouveau pour voir l'état des voies. Voilà, il venait inaugurer un certain nombre d'infrastructures financées par la BOAD. Il l'a fait pendant au moins 1 an et demi, 2 ans, avant de se prévaloir d'être candidat en 2006. Donc, les gens pensent qu'il est sorti de nulle part. Non, ça a été préparé. Et d'ailleurs, même son ancien ami aujourd'hui, adversaire politique, Patrice Talon, vous le dira mieux que quiconque. Ce n'est pas en 2006 qu'ils sont les préveillés pour être candidats. Donc, pour vous dire que aujourd'hui, personne, si les gens sont suffisamment intelligents, ils doivent éviter de réprimer les sorties de Boni Yayi. Ils doivent chercher les moyens d'encadrer bien au contraire ça, pour éviter les drames. Encadrer ça, j'ai aimé l'organisation à Dogbo, où il y a des forces de l'ordre autour de Boni Yayi pour le sécuriser. Il y avait un maintien d'ordre. Ça, j'aime ça. Et donc, il vaut mieux le faire. Et d'ailleurs, si par exemple vous avez les moyens, dès lors que Boni Yayi quitte... Vous l'aviez conseillé ici oui, depuis longtemps. Oui, pour dire il ne faut pas réprimer. Maintenant, dès lors que Boni Yayi quitte Dogbo, que vous savez, vous êtes au pouvoir, vous avez les moyens. Allez aussi sur le terrain à Dogbo. S'il dit des comptes vérité, envoyez vos éléments sur le terrain aussi. Allez faire un meeting pour dire ce que vous pensez être vrai aux populations. C'est comme ça qu'on démontre la vitalité d'une démocratie. La vitalité d'une démocratie, c'est pas d'étouffer la parole. C'est pas d'étouffer la parole. Parce que quand vous étouffez les gens magasinent les frustrations. De frustration en frustration, on magasine. À un moment donné, il y a le blément cookies qui apparaît. Parce que vous m'empêchez de parler, vous m'empêchez de réagir. Ok, il n'y a pas de problème. J'encaisse. À un moment donné, ça devient la vie ou la mort. J'accepte maintenant payer le prix fort. Et là, à ce moment-ci, quand toute une masse s'élève pour exploser, difficile de contrer. Donc, je pense que là, nous sommes maintenant. Laissez Boni Yayi faire son jeu. Vous développez, vous êtes pouvoir en place, vous développez. Et donc, ce qui justifie pleinement les rencontres, qui pourrait éventuellement justifier les rencontres entre ces deux formations politiques qui, depuis 2019 ou 2016, 2019, parce que c'est à partir de 2018. On va arriver à la rencontre des formations donc, vous voyez un politiques. peu, donc moi je pense que fondamentalement actuellement, ce que les gens font, ce n'est pas de la pré-campagne. Ça peut être une raison utilisée par des gens du pouvoir en place pour empêcher les démocrates de faire des activités, mais je ne pense pas qu'il y ait des pré-campagnes. C'est une activité politique. C'est clair, les présidents des partis politiques peuvent aller sur le contact des populations, les écouter, recenser les préoccupations des populations et les verser en termes d'interpellation pour le pouvoir en place, et c'est leur rôle de le faire. Je crois que, bien sûr, que tout ce qui se fait aujourd'hui, on est en train de remarquer que peut-être à 2 ans des élections, que c'est peut-être trop tôt, mais pour un politicien averti, à 2 ans des élections, pour pouvoir mettre en place quand même une coalition stratégique, d'accord, pour pouvoir mettre en place une communication adéquate, ce n'est pas seulement à 1 an qu'il va falloir faire tout ça, d'accord, pour pouvoir quand même aller au contact, installer les bases et tout le reste, ce n'est pas forcément à 1 an qu'on va le faire. Donc je crois que ce soit Boni Yayi, qui est le président des démocrates, que ce soit les partis de la mouvance présidentielle, que ce soit ceux qui suscitent les candidatures aujourd'hui, je crois que tout le monde est dans son rôle de pouvoir vite anticiper, pouvoir régler un certain nombre de choses avant les échéances de 2026. Parce qu'il faut également tenir compte également des appréhensions et des besoins des populations. Et pour cela, il faut aller au contact de ces populations pour pouvoir quand même recenser un certain nombre de problèmes qui
sont liés à la gouvernance actuelle et qu'il faut quand même essayer de régler peut-être en tant qu'opposant. Et même si on est mouvancier, penser à quand même à améliorer un certain nombre de conditions liées à l'existence des populations. En réalité, nous sommes dans des pays où les acteurs politiques, dans leur majorité, malheureusement, ont des cadavres dans les placards. Sinon, à 2 ans déjà, on doit pouvoir savoir qui est candidat des démocrates, qui veut aller contre le candidat de Patrice Talon quand il va finir son mandat. En réalité, c'est maintenant que ça commence. Il ne faut pas attendre 1 an pour dire c'est tel qui sera candidat, ou bien attendre 6 mois pour qu'on nous dévoile qui sera candidat. C'est maintenant qu'il faut commencer. Est-ce que vous pensez que le candidat à l'élection présidentielle de 2026 est aujourd'hui parmi ceux que vous voyez au sein des démocrates, ou bien quelqu'un qui sortira de nulle part? Bon, quand je prends le parti des démocrates aujourd'hui, je fais mon analyse, je lis qui sera candidat là, je me pose Vous une ne question. voyez pas? Écoutez, il y a les gens parlent de 2 personnes en vue. Éric Ngoundété et Nouré Nouachadé. Je pense que ça va être... Est-ce que vous voyez, voyez président? Non, ça va être un chaos pour eux. En fait, ils vont dresser le lit au chaos pour les autres. Pourquoi je dis? Malheureusement pour eux, Éric Ngoundété n'a pas réussi à se faire homme politique au plan national avec une certaine notoriété. C'est-à-dire... Je pense qu'il ferait... Il a la carrure d'être président, mais... Il y a la présence, peut-être vous êtes debout, vous pouvez, on dit que vous avez la carrure. Moi, par exemple, j'ai la carrure d'être président. C'est pas ça qui fait l'affaire, justement. Qu'est-ce qui fait l'affaire? Ce qui fait l'affaire, c'est comment est-ce que vous-même, vous êtes populaire chez vous d'abord, on commence par là. Quand je prends les dernières élections législatives, je pense que Éric Ngoundété ne fait pas même l'unanimité dans la 5e circonscription électorale constituée de Alada, Bomassé, Tori, Ouida, Tofo. Le problème déjà se pose à ce niveau. Mais est-ce que le président Talon faisait l'unanimité Non, partout attendez, avant de prendre le pouvoir? Je vais vous dire, en dehors de ça, il faut coller à lui son parcours politique. Voilà quelqu'un qui a critiqué Boni Yayi pendant 10 ans, d'accord? Qui a critiqué Boni Yayi pendant 10 ans et qui, du jour au lendemain, on ne sait pas par quelle magie, s'est retrouvé à supporter on ne sait pas du jour au lendemain, par quelle magie en est arrivé à supporter le candidat de Boni Yayi en 2016. Il y a ça là qu'on va lui rappeler, que les gens vont lui rappeler. C'est-à-dire, dans une certaine mesure, il y a ce qu'on appelle comment vous appelez, ça m'échappe. De toute façon, la dynamique, pour moi, n'est pas suivie par Éric Ngoundété. Il est opposant, il a critiqué pendant 10 ans un régime, mais voilà lui qui, au cours d'une élection, supporte le candidat de ce régime-là. En 2016, Lionel Zinsou. Ça pose problème. Et là, il y a des non-dits que les gens ne disent pas et qu'on ne pourra pas dire sur une plateforme de télévision. Mais après ça, aujourd'hui, quand on est à l'élection en 2023, il est tête de liste Parti des démocrates dans la 5e circonscription électorale. Quel est le suffrage obtenu par les démocrates dans cette circonscription électorale? C'est quelque chose à mettre dans la balance. Je prends Nouré Nouachadé, député que je respecte très bien, mais je ne le vois pas porter la voix des démocrates pour avoir l'unanimité. Il n'a pas la carrure? Non, je ne le vois pas. Ne suffit pas. Je ne le vois pas. Mais parlons carrure d'abord. Attendez. On parlera du charisme. Il y a des choses sur lesquelles on ne va pas s'attarder sur le plateau, mais j'estime que sur lesquelles, fondamentalement, quand on met dans la balance, Éric Ngoundété et Nouré Nouachadé ne font pas le jeu et ne feront pas le poids. Et qui fera le poids? Il faut trouver, il y a des gens qui peuvent trouver en leur Ils sont dans le parti? Et pourtant, même si ce n'est pas dans leur parti, ils peuvent aller dénicher la personne quelque part, donner les moyens à la personne d'être candidat. C'est très important. Est-ce que vous êtes de l'avis de Laurent Roland Tonné-Ikes? Nous parlons de... Je parle de charisme et je parle de carrure. Je pense que pour le choix du candidat probable pour les démocrates, je crois qu'eux-mêmes, en leur sein, vont pouvoir faire une analyse. Est-ce que vous-même, vous voyez quelqu'un des démocrates être... Parce que Laurent pose un problème pertinent. Il dit que normalement, pour un parti qui se respecte à 2 ans des élections, on doit pouvoir savoir qui sera le candidat. Que les probables candidats sont Éric Ngoundété et Nouré Nouachadé. D'accord. Moi, je peux penser peut-être à un autre candidat. Mais il faut aussi préciser qui n'est pas forcément entre les deux là, d'accord. Tel que je le dis également, c'est qu'il peut avoir également il faut préciser quoi, Laurent? Il faut préciser aussi que Éric Ngoundété, candidat, devra affronter les
yaïste de souche. À ce niveau aussi, il y a ce problème. Dit que Rounet soit candidat du Parti des démocrates aujourd'hui, c'est qu'il y a une autre bataille qui va faire au sein du parti. Au sein du parti, c'est que ceux qui étaient... Comme le professeur Azatachou. Voilà, les anciens qui ont fait Boni Yayi tout le temps, qui ont subi les critiques de Éric Ndoye pendant 10 ans, sont là. Et ne verront pas en lui, certainement, le personnage crédible pour les représenter. Et pourquoi vous ne voyez pas le professeur Azatachou comme président? Non, vous avez, chacun a sa façon d'analyser, de voir les choses. Hein. Non, je ne le vois pas. Chacun a sa façon de voir les choses. Moi, je me dis que le Parti démocrate est né dans une situation où il y avait beaucoup de choses qu'on dénonçait, il y avait beaucoup de choses sur lesquelles on attaquait beaucoup plus le pouvoir de Patrice Talon. Et c'est tout ceci qui a conduit c'est-à-dire à l'emprisonnement de la démocratie tel que c'est vu par, en tout cas, certaines personnes, vu par certaines personnes de l'opposition également, et vu par certains Béninois. Donc, ça a fait que c'est seulement cette crise-là qui a fait naître les démocrates, et beaucoup des militants se sont alliés à ce parti-là, compte tenu de cette discrimination, d'accord, de cette possibilité de ne pouvoir pas s'exprimer librement dans le pays, de ne pouvoir pas prendre position sur un certain nombre de questions, d'accord, alors qu'en face, on a un pouvoir très fort, qui a deux grands partis qui sont très forts et qui ont le pouvoir de pouvoir faire tout ce qu'ils veulent, que ce soit au niveau de la gouvernance, que ce soit au niveau politique, qui avait beaucoup de monde au niveau de l'Assemblée et dans toutes les institutions encore de notre pays. Donc, moi, je me dis, aujourd'hui, pour que les démocrates puissent choisir un candidat, ils doivent faire une analyse très large, d'accord, de la situation politique du pays et de trouver un candidat qui puisse quand même faire l'unanimité. Voilà, pas seulement... À travers lequel ceux qui veulent les suivre puissent se voir. Voilà, à travers lequel tous les Béninois peuvent sentir que, voilà, ça c'est un candidat, d'accord, démocrate réellement du nom. D'accord, un candidat nationaliste vraiment du nom, qui puisse quand même porter la voix des sans-voix. Et celui-là, vous ne l'avez pas encore vu venir. En leur sein, c'est-à-dire qu'en se basant sur le passé, d'accord, de ceux qui dirigent aujourd'hui le Parti Les Démocrates, même quand je commence par l'ancien président Boni Yayi, l'on se dit qu'on est fatigué parfois de voir la guerre entre le président Patrice Talon et le président Boni Yayi. Beaucoup de Béninois le disent parce qu'ils en ont marre, effectivement. Donc, vous parlez de guerre. Oui, donc lorsqu'on laisse de côté que c'est un pléonasme. Exactement. Donc, tous ceux qui s'allient, par exemple, au Parti Les Démocrates qui sont avec le président Boni Yayi, ce sont des gens qui avaient eu la chance quand même de travailler soit avec Talon, soit avec Boni Yayi, que ce soit dans un passé récent, que ce soit dans un passé lointain. Ça veut dire que nous avons un ensemble qui tourne autour, qui gravite autour de ces deux grands hommes politiques-là, c'est-à-dire Boni Yayi et Patrice Talon. Aujourd'hui, maintenant, pour que les démocrates puissent quand même s'illustrer de façon très positive, il faut qu'ils quand même arrivent à trouver un candidat, tel que vous l'avez dit quand même, un candidat à travers lequel tous les Béninois se voient. Et généralement, vous avez vu en tout cas, la démarche des démocrates à pouvoir quand même exiger la libération d'un certain nombre, d'accord, d'hommes politiques qui le candidat est-il en prison? Exactement. Donc, ça fait partie des interrogations que l'on peut se poser. Est-ce qu'ils étaient en train d'envisager peut-être que l'un de leurs candidats est actuellement peut-être en détention? Si l'un de leurs candidats est en détention et que par toutes les manœuvres qu'ils sont en train d'essayer pour pouvoir le faire libérer, s'ils n'arrivent pas à le faire libérer, ça veut dire qu'il se poserait alors un problème de pouvoir aller trouver un autre candidat en dehors peut-être du bureau restreint du Parti Les Démocrates. Alors dans ce cas, il leur reste beaucoup de travail à faire. C'est pourquoi moi, je ne vois même pas Éric Ndoye candidat pour les démocrates à la présidentielle. Je ne vois même pas Nouréné Atchadé candidat aux élections, mais j'entrevois peut-être ceux qui sont actuellement peut-être dans les prisons aujourd'hui, pas peut-être l'un d'eux, parce que ce sont des victimes. Et parmi ceux qui sont en exil, ceux qui sont en exil également, est-ce qu'il y en a? Effectivement, ils peuvent également en choisir parmi ceux qui sont en exil. Mais là, par exemple, le problème qui se pose est que est-ce que l'actuel chef de l'État, l'actuel président va leur permettre quand même de pouvoir
accepter pour que cela rentre, parce qu'il a dit, il faut que lorsque la justice de votre pays vous recherche, il faut que vous veniez vous répondre. Voilà. Alors que s'ils vont revenir pour répondre et pour être encore en prison, ça ne servira à rien pour eux de revenir. Alors ça serait en tout cas une grosse interrogation pour les démocrates, une casse-tête pas terrible pour pouvoir trouver en ce moment un autre candidat. Et je crois que tous ces moments-là, des 2 ans avant les élections, ce sont des moments qui puissent leur permettre quand même de réfléchir à tout ça, de mettre en place des stratégies, de mettre en place des plans A, des plans B, des plans C, et pourquoi pas les plans D. Parce qu'en politique, tous les coups sont permis, et donc ils ne peuvent pas s'asseoir sur leur laurier. Sachant que le pouvoir en place a déjà 16 plans A, B, C, exactement. Donc, du coup, c'est à eux de pouvoir trouver la stratégie adéquate, de pouvoir utiliser toutes les armes qu'ils ont de leur côté, que ce soit au niveau de la diplomatie, au niveau de la diaspora, toutes les armes possibles qu'ils peuvent utiliser quand même afin de faire fléchir quand même l'actuel chef de l'État pour pouvoir avoir la liberté de leurs candidats s'ils sont réellement en prison. Le pouvoir en place a déjà son plan de A à Z et l'on pense que les démocrates, eux, à défaut d'avoir de plan, gagnent du terrain. Tout récemment, lors d'une descente de Yayi, il a croisé Sakalafi à Parakou, n'est-ce pas, Laurent Roland-Tonnerre? Oui, c'était à Parakou, non? Oui, c'était à Parakou. Non, mais il a rencontré, c'était une rencontre fortuite. fortuite. Ce n'était pas prévu, je le sais, non, mais les deux ont parlé, on a vu les photos. Qu'est-ce qu'il lui aurait dit, par exemple? Mais je ne suis pas un devin pour imaginer ce qui se sont dit. Ce qui est sûr, je sais que dans la vie, c'est que vous finirez toujours par vous rencontrer, quoi que vous fassiez. Quand Sakalafi disait, était la première personne à dire Boni Yayi, c'est fini. Et puis après, il est allé soutenir, qui va soutenir pour que Patrice Talon soit président de la République. Il est avec Patrice Talon actuellement. Bon, c'est vrai qu'on me dira qu'il est président du Conseil électoral et qu'il n'a plus de coloration politique ni d'appartenance politique. Mais toujours est-il que, oui, aujourd'hui, il rencontre son ancien chef tête à tête. C'est tellement que, au-delà de ce qui se dit devant caméra, micro, il y a certainement ce capital respect qui va exister entre les deux hommes. Et donc, ils vont se dire des mots. En fait, les acteurs politiques que nous voyons qui viennent... Ils ne se diront pas les baies. Non, mais écoutez, ils viennent parfois distraire... Ils viennent parfois distraire le peuple, en réalité. Et c'est pour ça que nous-mêmes, parfois aussi, nous allons peut-être les regarder et puis sourire et continuer. Parce qu'ils nous distraient, ils savent très bien comment ils s'appellent, comment ils se voient aussi. Vous allez voir, en réalité, si... un journaliste qui avait critiqué Boni Yayi tout le temps allait rencontrer Boni Yayi à Parakou, qui va en parler? Personne ne va en parler. Parce que ce n'est pas un événement. L'événement, c'est peut-être Sakalafi qui a dit que Boni Yayi, c'est fini, qui est maintenant président du Conseil électoral, qui rencontre Boni Yayi qui est opposant. Donc déjà, cette simple image, les démocrates peuvent l'utiliser à leur profit. S'ils savent utiliser, en tout cas pour communiquer, ils vont l'utiliser à leur profit. Et en même temps, la famille politique à laquelle appartenait Sakalafi va prendre ça comme une menace. Et donc, ils vont commencer à surveiller Sakalafi comme du lait sur le feu. Donc, c'est pour ça que c'est un événement en réalité. Sinon, en réalité, écoutez, ils sont des Béninois qui sont appelés à se rencontrer et se parler. Dernière question sur les démocrates et Bak Goudianou. Certaines personnes pensent que les démocrates gagnent du terrain pendant que le bloc républicain et l'UP Le Renouveau sont en train de faire de chaudes employades. Est-ce que vous êtes de cet avis? Est-ce qu'il faut confondre la foule aux votants? Il faut envisager les contextes de façon très différente parce que les démocrates ont changé récemment la tête du parti, d'où la venue du président Boni Yayi. Donc, cela nécessite un certain nombre de stratégies en leur sein qu'ils doivent déployer, d'accord, aller à la rencontre des populations à la base, installer des cellules, faire ci, faire ça. Quelque chose déjà, des choses sur lesquelles, par exemple, les partis de la mouvance présidentielle sont déjà en avance, d'accord? Parce qu'ils sont déjà dans l'arène politique depuis très longtemps, très ancrés, d'accord? Donc, du coup, ils ne sont pas forcément dans cette même vision que les partis, les démocrates, encore que les partis démocrates doivent beaucoup travailler, beaucoup plus même
que ces partis de la mouvance présidentielle, parce que c'est eux qui ont un enjeu très crucial en vue. C'est eux qui doivent quand même, eux qui essaient d'arracher, de prendre le pouvoir aux autres. Donc, du coup, ils auront beaucoup de travail à faire. Donc, cela nécessite quand même qu'ils aillent sur le terrain, développent des stratégies quand même pour pouvoir essayer, même surfer sur l'opinion nationale, d'accord, surfer également sur les problèmes existentiels des Béninois pour pouvoir quand même faire des sorties, d'accord, dénoncer un certain nombre de choses qui ne vont pas. Les faits de corruption, par exemple, qui sont nés récemment, par exemple, dont les initiateurs sont des membres de ces partis de la mouvance présidentielle, comme le BR, par exemple, d'accord? Donc, tous ces gens qui sont ancrés dans la corruption au niveau du pouvoir étatique, par exemple, sont des sujets sur lesquels les démocrates peuvent surfer également pour aller à la rencontre des populations, leur dire, mais ceux que vous avez mis là, ceux en qui vous croyez, ce sont les mêmes qui sont en train de vous voler. C'est eux seuls qui crient, qui crient le voleur et qui volent également. Donc, du coup, c'est une occasion propice pour chaque acteur politique quand même de mieux affûter ses armes pour aller sur le terrain. Pour les démocrates, je crois qu'ils ont beaucoup plus à faire en allant sur le terrain parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'ils doivent faire d'abord en amont avant même d'arriver, par exemple, proche de 2026. Mais lorsque vous prenez les partis de la mouvance présidentielle, par exemple, tel que je l'ai dit tout à l'heure, ils ont déjà, ils ont déjà éliminé, d'accord, ces travaux préliminaires qu'ils doivent faire, que les démocrates sont en train de faire aujourd'hui. Ils sont déjà passés à ça. Donc aujourd'hui, les plus grands défis qu'eux, ils ont actuellement, ce sont des problèmes internes, liés à leur fonctionnement interne, liés à leur politique d'entente entre les deux grands ensembles. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a d'énormes problèmes au sein de chaque ensemble. Lorsque je prends l'UP Le Renouveau, par exemple, il y a des problèmes internes à l'UP Le Renouveau qui sont là, qui sont dormants. Et lorsque vous prenez le Bloc républicain également, il y a des problèmes internes qui sont là. Et lorsque vous prenez les deux grands ensembles confrontés, il y a des problèmes qui sont là et qui n'ont pas encore réglé. Et s'ils ne règlent pas ces problèmes, d'accord, ça va constituer des talons d'Achille pour eux, ce qui va servir quand même de moulin aux démocrates afin de pouvoir quand même trouver des occasions de pouvoir bien les démonter et bien avoir le dessus sur eux. Donc, s'ils n'arrivent pas à régler ces problèmes à l'interne entre eux, ce ne serait pas le moment propice pour eux de commencer par aller sur le terrain pour pouvoir dire, à vouloir contrer à chaque fois les sorties des démocrates, à vouloir rendre le coup pour le coup, alors que vous n'avez pas fini de laver votre maison qui est encore sale et vous voulez aller nettoyer la maison du voisin. Parce que chez eux, ils n'ont pas encore réglé un certain nombre de problèmes qui sont très graves et qui sont là aujourd'hui et qu'ils doivent corriger. Je crois que même les rencontres entre les deux présidents de ces deux grands ensembles n'est pas anodin. Il y a un certain nombre de problèmes. Lorsque vous allez au niveau local, par exemple, lorsque vous allez... Ces rencontres ne sont pas anodines, mais c'est ce qu'on va dire. Oui, ce ne sont pas anodines. Alors, si c'est le cas, pensez-vous, alors qu'il y a des tractations, est-ce que c'est la révision de la Constitution? Est-ce que c'est la révision du Code électoral qui préoccupe ces deux présidents? Tout récemment, on les a vus. Encore, ils se sont retrouvés. Qu'est-ce qui se trame selon vous? Oui, bon, il faut dire qu'il y a une guerre de leadership au sein de chaque ensemble. Lorsque vous prenez l'UP Le Renouveau, il y a une guerre de leadership en leur sein. Lorsque vous prenez les Républicains... C'est au sommet que ça va se régler. Voilà, exactement. Oui, pas seulement au sommet. Lorsque vous prenez les Républicains, par exemple, ils ont une guerre à l'interne, une guerre de leadership à l'interne. Mais lorsque vous ne réglez pas ces problèmes, d'accord, et vu les enjeux qu'on a en vue, lorsque vous ne réglez pas ces problèmes, c'est que ces problèmes peuvent être, tels que je l'ai dit, des talons d'Achille. Pourquoi? Parce que les opposants que sont les démocrates peuvent exploiter ces failles pour pouvoir quand même déstabiliser ces partis-là. Tout à l'heure, Laurent l'expliquait, il le disait en quelque sorte. Lorsque, par exemple, je prends un grand ensemble comme l'UPR, par exemple, il y a des membres fondateurs de ce parti-là, par exemple, d'accord, qui ne sont pas mêlés à un certain nombre de gestion, d'accord, de la chose d'État, qui sont exclus, d'accord. Qui sont frustrés? Qui sont frustrés. Donc, il y a ces problèmes-là qui sont au niveau de chaque grand ensemble. Mais vous imaginez qu'à la veille de 2026, si les démocrates sont très observateurs, d'accord,
il pourrait utiliser cette faille en allant débaucher ces membres fondateurs de ces grands ensembles qui ont été exclus, d'accord, qui ne sont plus considérés dans le parti, d'accord, mais qui sont en réalité de grande force et de grande puissance, d'accord, au sein de leur circonscription électorale. Parce qu'on est en train de parler d'élections générales. Il n'y a pas que l'élection présidentielle, d'accord. Donc, ça veut dire qu'à la base, déjà, ils peuvent exploiter ces failles-là. Ce qui constitue en réalité un grand problème, d'accord, en leur sein d'abord, même avant que l'on ne discute les problèmes de révision de la Constitution ou de la revue de la loi électorale, par exemple, ce sont des problèmes qu'ils peuvent gérer aussi facilement parce qu'ils ont la majorité en leur sein, donc ils peuvent en discuter, ils ont le pouvoir également, donc avec le chef de l'État, ils peuvent régler ce genre de problèmes, il suffit juste que le chef de l'État puisse donner les directives qu'il faut pour que chaque acteur politique en leur sein puisse se mettre dans le rang. Mais le plus grand piège, c'est à l'approche de 2026. Et s'ils n'arrivent pas à régler les problèmes à l'interne en leur sein, c'est-à-dire qu'en 2026, ne soyez même pas étonnés de voir beaucoup d'entre eux rejoindre les démocrates à la veille des élections. Vous aviez évoqué, Laurent Roland-Toninquet, sur ce plateau, une probable fusion entre l'UP et le BR. Est-ce qu'on peut oser dire que c'est ça qui se trame encore? Parce qu'on a observé un communiqué final qui ne va pas forcément dire, je ne sais pas, les vrais dessous de ces rencontres, mais quelle analyse faites-vous de ces rencontres? Est-ce aussi pour préparer 2026? Alors oui, j'avais dit qu'il pourrait y avoir une probable fusion des deux formations politiques parce que les deux formations politiques sont allées à l'école du Parti communiste chinois, qui est un parti unique. Ah, finalement, les deux. Oui, les deux étaient partis. C'est les deux qui étaient partis. Alors, donc, c'est vrai qu'il y a quelques jours aussi, on a pu voir quelques éléments du parti, les démocrates, qui étaient reçus en audience par l'ambassadeur de la Chine au Bénin. Et en fait, leur objectif, c'est de pouvoir s'inspirer du modèle chinois, eux aussi. Donc, ça veut dire que chaque parti travaille à se renforcer. Alors, maintenant, quand on regarde l'UP, le Renouveau et le BR, je l'ai toujours dit, 2026 s'annonce un carrefour assez de défis majeurs de qui va gagner les élections présidentielles et qui ne va pas gagner. Alors, quand on veut gagner les élections de 2026, encore que c'est des élections générales qu'on aura, il va falloir travailler à se faire, à s'imposer sur le terrain, et que ce soit dans le débat ou bien dans la mobilisation sur le terrain. Et quand on voit ça, et quand on voit aussi que, parce que moi je pars toujours d'un principe, 2019, 2020, 2021, 2023, quand je prends les différents suffrages obtenus par les partis de la mouvance au cours de ces différentes élections et que je compare aux suffrages obtenus par le candidat Patrice Talon au premier tour des élections, je ne parle pas du deuxième tour, au premier tour des élections de 2016, il n'y a pas grande différence. Vous pouvez aller voir les chiffres. Les chiffres n'ont pas pour autant évolué. C'est resté autour de 1 million et quelques. Même quand on fait la somme des deux formations politiques, c'est sensiblement supérieur à ce que Patrice Talon a eu au premier tour en 2016. Cela suppose que quoi? Le nombre d'électeurs pour Patrice Talon n'a pas pour autant évolué dans le temps. Parce que le candidat Patrice Talon au premier tour a eu des suffrages, mais au second tour a eu des soutiens, des alliances pour se retrouver à 65%. Quand on enlève tous ces soutiens-là, il revient personnage seul avec ce qu'il a obtenu au premier tour. Quand vous regardez ce que les démocrates, le BR et l'UP ont obtenu en 2019, vous faites le calcul, vous vous rendez compte que ça n'a pas pour autant changé. Vous venez en 2020, quand bien même l'élection a été plus ou moins ouverte et que nous avons pu avoir pratiquement toutes les formations politiques, sauf les opposants qui seront finalement les démocrates qui n'ont pas été aux élections, on se rend compte aussi que malgré ça, ça n'a pas pour autant changé. On revient en 2021, on regarde l'UDBN, aujourd'hui RN, le PRD, Moël Bénin, comment vous appelez, l'UP, et puis le BR soutenu par Patrice Talon. Allez regarder les suffrages obtenus par les 5 formations politiques pour Patrice Talon. Ça n'a pas pour autant changé, évolué. Ça a évolué, mais pas pour autant aussi. Revenez en 2023 maintenant. Quand tout le monde est allé aux élections, allez regarder le nombre de suffrages obtenus
Parce que ce n'est pas l'erreur que les gens de la mouvance font. Ils regardent le nombre de députés qu'ils ont à l'Assemblée nationale. Le nombre de députés à l'Assemblée qu'ils ont à l'Assemblée nationale, c'est en fonction des suffrages exprimés. Quand le nombre d'électeurs va évoluer, augmenter, quelle serait leur position? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, à cause des frustrations, à cause de ce qu'ils ne sont pas sûrs de ce que les votes seront véritablement comptabilisés, disent c'est pas la peine d'aller voter, qui sont restés à la maison. Il y a ceux-là dont les bureaux de vote qui n'ont pas retrouvé leur bureau de vote, mais qui avaient des comptes à régler avec le pouvoir en place, dont le bureau, peut-être il est à Calavi, son bureau de vote se trouve il est à Godomé, et son bureau de vote se trouve peut-être à Kassato, il se dit mais c'est pas la peine. Donc il y a tout ça là qu'il faut régler. Donc quand on regarde tout ça, au vu de tout ça, on regarde les suffrages obtenus en 2000, comment vous appelez, 23, et on regarde les suffrages exprimés, on se rend compte que la somme que vous prenez UP et le renouveau BR, qui se réclament être les deux grandes formations de la mouvance présidentielle, vous regardez avec le PRD qui s'est ajouté à l'UP aujourd'hui, vous allez voir que ça n'a pas pour autant changé. Alors, quand vous faites tout ça, et que vous allez aux élections générales en 2026, et que, entre-temps, les démocrates ont réussi à haranguer davantage la foule, et que les gens veulent davantage aller aux urnes, aller voter, il y a un problème. À ce niveau, les démocrates, les progressistes et les républicains risquent d'être surpris. Pourquoi? Oui, parce que si, je vous ai dit, c'est parce que nous avons eu pratiquement les mêmes taux de participation, avec, si on met de côté même le taux de participation à polémique de 2019. Mais quand vous regardez 2020, 2021, 2023, les taux de participation sont sensiblement les mêmes. Si le taux de participation évolue, avec ceux-là qui ne sont pas sûrs, qui craignant la fraude, tout ça, ils ont dit mais c'est pas la peine d'aller me gêner parce que quoi qu'on fasse, ils vont frauder. Ceux-là, si ceux-là décidaient de sortir véritablement en 2026, ça peut mettre les partis de la mouvance en difficulté. Donc, là, maintenant, il faut faire quoi? S'asseoir, discuter stratégie. Et quelle sera la stratégie, c'est deux possibilités. Lesquelles? Et je l'ai dit peut-être une fois déjà, si l'Union progressiste a son duo de candidature et que le Bloc républicain a son duo de candidature et que les démocrates aussi ont leur duo de candidature et qu'il en arrivait qu'à un moment donné, l'Union progressiste était peut-être première et que les démocrates étaient deuxième, par exemple. Le BR ira vers qui? Sur le papier, on dira qu'il peut aller vers l'Union progressiste de renouveau. Mais il se peut que ce qui est arrivé avec Patrice Talon, où les gens pensaient que d'autres pourraient aller chez Zessou, se retrouver avec Talon, peut arriver. Donc, banalement, à ce niveau, ils ont un problème. Donc, la stratégie peut-être pourrait être d'avoir le titulaire Union progressiste et le colistier BR. Là, ça contraint les militants de toutes les formations politiques à supporter le duo de candidature qui est issu des deux formations politiques. Encore que là aussi, il faut réussir à convaincre le Mouel Béné et Renaissance nationale, qui sont aussi des partis de la mouvance présidentielle. Mais sachant aussi que les candidats qui seront proposés de cette formation politique peuvent être rejetés par des militants ou des leaders de cette formation politique également. Parce qu'il y aura des problèmes. D'ailleurs, là, il y a des problèmes internes. Je l'ai dit. Djagoune dit qu'il sera candidat à tout prix de toute façon. Il le dit. En tout cas, dans les sectes familles, il le dit qu'il sera candidat. Olivier Bokor, même si lui-même n'a pas parlé, ses proches financent des suscitations de candidature. De toute façon, les gens ont l'argent quelque part pour susciter les candidatures. En dehors de ça, depuis quelques jours, vous voyez la photo de Johannes Dayon circuler sur les réseaux sociaux. Tous les jours, il y a un jeune qui tous les jours met sa photo. Et d'ailleurs, même il y a quelqu'un qui a dit que il n'est pas demandeur. D'ailleurs, même quelqu'un a dit la dernière fois que c'est le BAI qui construit ce pays. Quelqu'un a dit, ça a été lâché, que c'est le BAI qui construit ce pays. Bureau d'analyse de la présidence qui construit ce pays. Donc, qui cherche l'argent du pays. Pour vous dire quoi? On est en train de vous dire que la cheville ouvrière du système, c'est Johannes Dayon. Donc, commencez pas à mettre ça dans la tête déjà. Mais en dehors de ça, il y a le jeune qui, quand on suscite la candidature, il dit que c'est harcèlement sur par voie électronique, qui vous appelle à la criette. Il y a ça. Mais quand même on sait qu'il l'est aussi. Mais il y a d'autres. Attendez. Quand même on sait que lui aussi, il est dans le schéma. Parce qu'à un moment donné, on a envie de le mettre aussi dans le schéma. Mais n'oubliez pas aussi ce maire parachuté de l'autre commune à une autre commune, qu'on peut aussi prendre comme un joker de taille, parce qu'on sait que
il fait l'unanimité qu'on le veuille dans certaines régions du Bénin. Et d'ailleurs, cette année, l'année 2023, année scolaire 2023-2024, c'est vrai qu'il faisait des dons de fourniture, mais cette année, il a étendu ses actions même jusqu'au niveau de la partie septentrionale du Bénin. Donc, le terrain, chacun d'eux prépare le terrain pour nous, pour qu'après, à un moment donné, on se dise, bon, si cette carte n'a pas marché, on utilise cette carte. Il y a d'autres cartes que vous n'avez pas évoquées. Non, il y a d'autres cartes que je sais très bien, que je n'évoquerai pas. En son temps, on va parler. C'est pour ça que avant, je ne citais pas certains noms, mais j'en ai parlé aujourd'hui. Donc, au fur et à mesure qu'on évolue, je vais les mettre parce que nous savons très bien, ils savent ce qu'ils font pour nous distraire. Ils pensent qu'ils sont en train de nous distraire, mais peut-être qu'on a un peu d'avance sur eux à un moment donné. Ce que je veux dire, c'est que l'UP, le Renouveau et le Beurre républicain ont intérêt à s'entendre. Les problèmes internes... S'entendre, c'est fusionner? Pas nécessairement fusionner, mais réussir à faire que les candidats qui seront issus des deux formations politiques soient aimés par tous les militants, les leaders. Que ces candidats fassent l'unanimité. Autrement, ça va être la catastrophe. Autrement, ça va être la catastrophe, mais ce qui m'étonne est que dans vos analyses, vous ne parlez pas du tout d'un bloc de l'opposition, que les démocrates se mettent ensemble avec FCBE, avec... Quel parti de l'opposition vous connaissez encore? Quelque chose de PL, le MPL. MPL, vous n'en faites pas du tout cas. Mais dites-moi, les FCBE vont se mettre avec les le démocrates. BR, ou bien les démocrates. Ah, ok. Ou Sinon, bien MPL. Ah, ok, d'accord. Sinon, j'avais cru entendre que les FCBE vont se mettre avec l'Union progressiste. Non, FCBE, c'est un parti de l'opposition. Il a été proposé au parti FCBE. C'est un parti de l'opposition, je vous le rappelle, FCBE. Il a été proposé au parti FCBE de se fondre dans la mouvance et ils ont refusé. Voilà. Donc FCBE n'est pas un parti de la mouvance. Non, mais ils ont la possibilité d'aller vers la mouvance. Là, ils ont la possibilité. Ils ont la possibilité. C'est vous qui leur offrez la possibilité. Vous êtes en train de parler d'une fusion. Non, c'est vous en tant que chef parti qui leur offrez la possibilité. Non, vous avez posé la question de savoir, est-ce qu'on n'assisterait pas à une fusion? Pourquoi n'assisterait-on pas à une fusion des partis de l'opposition? Ok. Pour faire un bloc, comme on l'avait proposé lorsque... On l'avait proposé lorsque Azanaï... Et de la même façon, avoir une fusion au niveau des partis de la mouvance. En fait, vous voulez une sorte d'alliance au Ologede. En fait, vous voulez une sorte d'alliance au Ologede sous... je crois que c'est sous Bouniaï, non? Alliance au Ologede ou bien... Oui, il y avait une alliance au Ologede des partis de l'opposition. C'est avant l'arrivée de... Il y a une autre alliance, il y a eu une autre alliance, non? Oui, il y avait l'Union fait la Nation contre Bouniaï aussi. Voilà. Mais en fait, genre l'Union fait la Nation. Non, il n'y a pas d'alliance. Il n'y a pas d'alliance. La seule chose qui peut arriver, c'est que toute formation qui veuille se joindre, qui voudra se joindre au Parti des démocrates, doit accepter de se fondre dans le Parti des démocrates. Autrement, ils vont peut-être rester parti politique, mais donner un mot d'ordre pour demander aux gens de voter pour les candidats de cette formation politique. Sinon, les alliances ne sont plus permis aujourd'hui. Oui, effectivement. Vous disparaissez ou alors vous restez tel et peut-être vous donnez un mot d'ordre. Tout comme on voit l'UDBN, le RNS-UDBN, le Mouel Bénin, rester formation politique, mais appelé à voter pour Boni et pour Patrice Talon en 2021. Donc, pourquoi on ne peut pas rêver à avoir un parti, deux partis sur le plan national, un grand parti de l'opposition, je pense que, qui ne sera pas une alliance, mais les autres petits partis vont se fondre dans les autres, et puis on aura un grand parti de la Ça va être difficile d'avoir ça parce que nous n'avons pas des militants, par conviction, pas idéologie. Nous avons des militants de formations politiques par intérêt, malheureusement. C'est-à-dire que quoi? Les formations politiques, que vous le vouliez ou pas, restent et demeurent aujourd'hui l'apanage de certaines personnalités politiques. Quand je prends l'UP, le Renouveau et le Beurre républicain, on ne voit que l'image de Patrice Talon d'abord, malheureusement. Quand vous prenez le Mouel Bénin, on ne voit que l'image de Jacques Ayadi d'abord, sachant que derrière lui aussi, il y a un personnage politique que je ne vais pas citer. Quand je prends RN, malheureusement, que vous le vouliez ou pas, sautez, revenez, on verra l'image de Claudine Prédession. D'accord? Quand vous prenez FCBE, c'est bon, il y a qu'on voyait, mais aujourd'hui, on voit Rompé. Mais derrière Rompé, on sait qu'il y a toute une équipe ou toute une machination. Donc, aussi longtemps qu'il y a ça, aussi longtemps qu'il y a tout ça, les gens vous dites ah bon, mais comme si vous n'êtes pas informés, de toute façon. Et quand on regarde, aussi longtemps que ça va être comme ça va être difficile d'avoir de grands blocs.
On aura de grands blocs, de grandes formations politiques. On va arriver au niveau où on aura 2 ou 3 formations politiques ensemble dans ce pays, dès lors que nous verrons des gens qui viennent dans les formations politiques par militantisme convaincu, en suivant une certaine idéologie. Aujourd'hui, excusez-moi beaucoup. Est-ce que les partis ont une idéologie? Bonne question à ce niveau aussi. Même si dans les tests déposés au ministère de l'Intérieur, ces partis parlent d'idéologie, aucun d'eux n'est dans la ligne droite de l'idéologie écrite sur papier déposé au ministère de l'Intérieur. Ça commence là. Donc, c'est comme ça, c'est là le véritable problème qui fait que les gens se mettent ensemble par affinité et par intérêt. Ils sont nombreux dans UP Le Renouveau, qui savent très bien au fond d'eux qui n'apprécient pas Patrice Talon, qui ne l'aiment pas, et qui sont les premiers à le jeter dès que l'occasion va s'offrir. Donc, ils sont dans BR plein. Ce qui ça au fond, en leur fond intérieur, qu'ils ne sont pas amis de Patrice. D'abord, ils ne digèrent pas Patrice Talon. Ils ne vous le diront pas. Ils vous diront que c'est Laurent qui contre Patrice Talon, qui critique Patrice Talon. Mais ils savent que eux, là, ils sont prêts à faire pire que pire, en fait. C'est-à-dire que, pas dénoncer seulement eux, mais ils sont prêts à le désavouer publiquement quand l'occasion va se présenter. Donc, beaucoup y vont par besoin de survivre. Parce que le ventre est creux. Et entre-temps, ils n'ont pas un travail. Ils sont carriéristes politiques. Donc, ça fait que, malheureusement, beaucoup parmi eux sont là et font des bénis oui-oui, juste parce qu'il faut vivre le temps il faut survivre le temps qu'il est là. Et quand il va partir, on va le désavouer. J'en connais un qui se retrouve du côté du Boagou. Il veut appartenir à tous les régimes. Comment comprendre que, par exemple, un acteur politique qui soutient Adjavon Sébastien au premier tour, le temps qu'on donne les résultats pour le premier tour, il a déjà quitté chez lui pour aller voir Talon, pour dire qu'il le soutient pour le deuxième tour. C'est ça la réalité politique au Bénin. Nous n'avons pas des acteurs politiques, c'est-à-dire toute catégorie confondue, la grande partie, ce n'est pas par conviction. Ce n'est pas besoin pour survivre, ou pas besoin d'être à l'abri des besoins, ou pas besoin d'avoir un poste nominatif, ou pas besoin d'être sous les feux de la lumière, en tout cas, que l'un vous remarque pendant un moment quand l'autre est là. C'est tout le problème. Donc, ce que vous proposez, c'est une bonne chose. Mais pour en arriver là, il va falloir d'abord finir avec l'ancienne classe politique d'abord progressivement, mais aussi que la nouvelle génération qui veut prendre la relève, qu'on commence pas à les préparer à cela. Sinon, que malheureusement, beaucoup de jeunes aussi mettent les pas dans les faux pas des anciens. Et c'est là que vous voyez les suscitations et candidatures à longueur de journée. Parce que un jeune ne doit pas faire l'opposition. Oui, mais c'est pour ça que vous allez voir beaucoup de jeunes susciter candidature de quelqu'un que vous n'avez jamais vu, qui prend la parole publiquement sur un sujet de l'actualité politique. Quelqu'un que vous n'avez jamais vu publiquement se prononcer sur la gestion du pays, que ce soit maintenant ou avant. Et vous le mettez devant la caméra, vous suscitez sa candidature, vous dites que c'est lui le Messie. Voilà un peu un problème. Et quand vous allez discuter avec certains jeunes, ils vont dire, qui va faire l'opposition? Mon frère, les autres ont déjà fait pour eux. Hein. Moi, je suis allé animer une sortie de déclaration de jeunes à Sokolbo. Mais après, j'ai posé la question à certains jeunes autour de moi. Ils m'ont dit, mon gars, écoute, laisse-nous. Nous-mêmes là, on veut être les premiers à soutenir le boss pour que s'il est présent, nous-mêmes soyons aussi dans les bonnes grâces de ceux avec qui nous avons travaillé. Ça veut dire quoi? Ceux-là n'ont pas pensé développement du Bénin. Et la grande partie qui suscite aujourd'hui, malheureusement, ne pense pas développement du Bénin. Ils pensent d'abord développement personnel. Si nous pouvons susciter pour que demain... Développement central. En tout cas, parce qu'ils ont vu un jeune payer caution de Patrice Talon en 2016, devenir ministre pendant 7 ans. Eux-mêmes veulent rapidement susciter. Et s'ils veulent, il y en a parmi eux qui ont déjà discuté, ils ont déjà même créé la coalition des mouvements suscitant la candidature d'Olivier Ocor. Et ils ont même pris, j'ai vu l'organigramme, j'ai dit, mais c'est pas possible. Vous avez des confrères dedans. Non. Pour vous dire quoi? Et ils sont en train de dire déjà qu'ils veulent cotiser pour payer, éventuellement, si beaucoup sur la candidat, payer sa caution. Pour vous dire quoi? Jusqu'où le mal est profond. On ne soutient pas parce qu'on voit l'intérêt du peuple. On soutient parce qu'on voit d'abord son intérêt. Et c'est ça qui nous va continuer à nous tuer d'ici 50, 10 ans. Si on ne change pas de stratégie, on sera dans les mêmes travers pour toujours. On ne peut pas tout dire sur ce plateau. Marc Goudjanou, pour conclure. Merci Maurice Agua. Je pense que l'énième rencontre entre l'UP Le Renouveau et le Bloc républicain n'est pas, en tout cas, n'est pas une information nouvelle. Donc ça ne va rien changer à l'actualité politique.
ils seront là à vouloir régler leurs problèmes internes qui sont à eux. Les démocrates, de leur côté, seront en train de pouvoir quand même faire pour pouvoir mobiliser autant de monde en leur sein, d'accord, installer les bases qu'il faut, mettre en place la stratégie qu'il faut. Et aujourd'hui, nous sommes quand même à 2 ans et je crois qu'il n'y a pas déjà précipitation en la matière. Tout acteur politique mieux averti sait que il faut, celui qui va loin ménage sa monture et qu'il faut se préparer, il faut se lever tôt pour pouvoir quand même aller aux élections de 2026. Je pense que dès que les acteurs politiques à divers niveaux, surtout au niveau des démocrates, vont pouvoir mieux réfléchir, mieux affiner les armes, ils pourront quand même décerner les quelques failles qui existent au niveau du grand ensemble de la mouvance afin de pouvoir quand même essayer de changer la donne pour 2026 et pourquoi pas pour l'avenir. Mais ce qui importe beaucoup plus aux populations, qu'il faut le rappeler, c'est la morosité dans laquelle vivent les populations et qu'il faut quand même à un moment donné pour que le chef de l'État ou ceux qui nous gouvernent aujourd'hui ne pensent pas seulement qu'à leurs proches et à eux-mêmes, mais pensent également aux difficultés que vivent les populations au jour le jour, parce que c'est quand même désolant de voir un chef de famille, un fonctionnaire vivant avec sa famille vous écrit, vous dit vous pouvez m'envoyer 2000 s'il vous plaît. C'est très grave et je crois que le pays va mal. Le panier de la ménagère ne se porte pas bien et c'est également une occasion de le rappeler à nos dirigeants. Merci. Marc Boudianou, vous êtes journaliste, vous êtes analyste politique, vous étiez sur ce plateau pour débattre autour de cette énième rencontre UP Le Renouveau et le BR pendant que le parti LD est sur le terrain. Pour retenir, vous avez suivi les analyses de Laurent Roland-Tonnerquez. Merci Laurent. C'est moi. Vous voulez dire encore un mot? Non, je dirais juste au pouvoir en place de mieux se préparer, de ne pas chercher à réprimer les actions des démocrates, de chercher à développer des stratégies pour aller aussi se faire comprendre et écouter par les citoyens. C'est très important. Et de rendre compte. Et de rendre compte, justement, de rendre compte de tout ce qu'ils font. Parce que ne pas rendre compte et développer une certaine opacité. Qui va rendre compte? En tout cas, ils sont au pouvoir, c'est à eux qu'on a confié les destins du pays jusqu'en 2026. Tout ce qu'ils font, ils doivent pouvoir rendre compte pour dire voilà ce que nous faisons, voilà pourquoi nous avons fait ci. Autrement, reddition des comptes oblige, s'ils ne le font pas, l'opacité qui est développée autour de certaines choses, autour du pouvoir en place, ça va les rattraper et ce n'est pas bon pour eux. Mais je ne vous ai posé aucune question sur l'opacité. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Merci. Merci à vous, Marcel Yedo, qui avez réalisé cette émission. Merci à Alain Alou, merci à Martin Toïse et merci à Modeste Mondé-Kondi. Bonne suite de nos programmes. Partagez cette émission. On se donne rendez-vous vendredi prochain. Nous sommes à l'affût des informations qui font l'actualité politique au Bénin. Le laboratoire de l'analyse vous remercie de nous avoir suivis. À bientôt.